Bonjour et bienvenue pour cette visite de l'exposition Wild Sand. Cette exposition qui vous amènera en Afrique australe et plus particulièrement dans le désert du Namib pour découvrir la vie et les animaux sauvages qui ont réussi à s'adapter à ces conditions de vie relativement extrêmes. Cette visite virtuelle, cette petite vidéo peut être utilisée comme un audio guide vous permettant de circuler dans l'exposition tout en recevant des explications sur les photos. Lorsque il sera le moment de changer de photo, je vous l'indiquerai bien sûr. Je vous souhaite une bonne visite au cœur du désert du Namib. C'est parti. Nous commençons par une prise de vue aérienne de ce désert si particulier sur des tons de couleurs très variés où là nous avons le sable rouge orangé qui se mélange avec le sable un peu plus clair sur un fond de montagne. Donc les montagnes, nous sommes à la frontière entre la Namibie et l'Angola et donc nous avons par endroits des poches de sable qui sont des poches de sable d'une couleur différente parce que le sable du Namib est chargé en magnétite, il est chargé en fer et donc au fil des siècles il va rouiller et acquérir cette couleur rouge orangé. Vous pouvez voir aussi des petites lignes creusées par les différentes pluies qui ne sont pas nombreuses, qui arrivent généralement une fois par an, voire une fois tous les 2 ou 5 ans. Donc là, on est en train de rejoindre vraiment l'extrême nord de la Namibie. Si vous regardez la photo suivante, vous allez voir un petit peu les reliefs. Nous ne sommes pas très loin de la rivière Kunene, qui est la rivière qui fait la frontière entre l'Angola et la Namibie. La tectonique des plaques entraîne des reliefs très particuliers avec des soulèvements de montagnes qui sont entourées de poches de sable. Si vous cherchez un petit peu près, vous verrez le 4x4 dans lequel je me trouvais. Ça vous donne une idée de l'échelle, de l'immensité de ces territoires. La brume, c'est relativement fréquent dans ces parties de la Namibie puisque nous sommes à quelques dizaines voire centaines de kilomètres de la mer, plutôt 100-120 km. Et donc tous les matins, il n'est pas rare qu'il y ait de la brume qui remonte et qui ensuite soit dissipée par la sécheresse et la chaleur du désert. Donc voilà pour le contexte un peu géographique. Et bien sûr, quand on commence à chercher dans ces vallées, on va parfois trouver de la vie. C'est le cas avec les girafes que vous voyez sur la photo suivante. Une première girafe qui se trouve au lever du soleil dans la brume. Oh, on a un petit peu une sensation de qu'est-ce que cette girafe fait dans ce paysage. Eh bien, les girafes arrivent à tirer leur épingle du jeu grâce à leur morphologie. Elles sont capables d'aller chercher la nourriture très haut, comme vous pouvez le voir sur la photo suivante. Et donc, elles vont trouver leur nourriture dans les arbres, les acacias Erioloba qui arrivent à puiser l'eau en souterrain, parce que nous ne sommes pas très loin de la mer, donc il y a de l'eau en sous-sol, et les acacias arrivent à développer une racine centrale jusqu'à 50 mètres de profondeur. Cela permet d'avoir de la végétation et de tenir un certain nombre d'années s'il n'y a pas de pluie. Et l'eau étant en sous-sol, ça leur permet d'aller chercher ce dont ils ont besoin, mais ce sont des arbres qui ont quand même une très grosse résistance. C'est l'arbre emblématique de la Namibie. Donc on voit les girafes qui savent très bien trouver leur nourriture dans les branches d'acacia. Si nous passons sur la photo suivante, nous allons découvrir un paysage presque lunaire au milieu duquel on rencontre la vie au travers de cet éléphant. Les éléphants adaptés au désert sont des éléphants qui ont complètement adapté leur physiologie et leur fonctionnement à la vie dans le désert. Ils ne sont pas très nombreux, les chiffres ne sont pas très exacts, mais on estime entre 800 et 2000 éléphants du désert qui vont faire des allers-retours dans les lits de rivières asséchés. Certains guides estiment qu'il y a des clans ou des familles d'éléphants qui vont rester quasiment toute leur vie dans le même lit de rivière et faire des allers-retours dans cette zone géographique. Donc ici vous voyez un mâle qui évolue dans un territoire très rocailleux et montagneux. Et bien sûr, tout ce qui n'est pas de la rocaille, c'est du sable. Donc au milieu de ce paysage très particulier, les éléphants ont adapté donc leur fonctionnement
et leur morphologie s'est adaptée au fil des années. Ils ont des pieds un petit peu plus larges, une trompe un petit peu plus longue pour creuser le sable et aller chercher de l'eau, et ils ont un corps un peu moins gros que les éléphants de savane. Ils sont capables de tenir beaucoup plus longtemps sans eau, et bien sûr, ils peuvent évoluer dans le sable, monter, descendre les dunes, ce qui fait d'eux des éléphants très particuliers. Sur la photo suivante, vous voyez tout un groupe d'éléphants en train de descendre une dune de sable pour rejoindre le lit de rivière. Alors lorsqu'on est une famille guidée par la matriarche et essentiellement composée de femelles ou de jeunes mâles, le chemin est relativement facile à prendre. Vous pouvez le voir, elles descendent par une petite ouverture et puis ensuite ils vont suivre une descente en pente douce et rejoindre le lit de rivière que vous voyez sur la photo suivante. Le groupe bien serré avec la matriarche qui va surveiller son groupe, puisqu'il y a quand même des prédateurs dans le secteur, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Donc ici les éléphants vont faire des allers-retours dans le lit de rivière, ils vont se rapprocher de la côte, puis après ils vont aussi remonter vers l'intérieur des terres, et ils vont chercher leur nourriture, que ce soit au pied des acacias en mangeant des graines, que ce soit en creusant des trous pour trouver de l'eau, ou dans des zones où il y a un petit peu de végétation, ils vont pouvoir récupérer de l'herbe. Sur la photo suivante, on voit un mâle qui est en train de descendre une dune et vous pouvez constater que c'est un petit peu plus compliqué pour les mâles. Et donc, ils savent faire preuve d'adaptation et lorsque les mâles sont trop costauds, ils ne peuvent pas descendre les dunes à quatre pattes, car avec la pente de la dune, tout le poids du corps se retrouverait sur les pattes avant, qui pourrait casser sous le poids global de la masse de l'éléphant. Donc les éléphants mâles, qui sont relativement costauds, ont trouvé comme solution de plier les jambes et de s'asseoir pour répartir le poids en fonction de la pente. Donc ça donne lieu à des photos assez drôles, où vous voyez l'éléphant qui va se laisser glisser, donc il va descendre et faire des pas avec les pattes avant, mais laisser glisser son arrière-train sur le sable. Et puis bien sûr, au fur et à mesure où il avance, la trompe, elle, fait des va-et-vient à droite à gauche. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très 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 particulier et propre aux éléphants adaptés au désert. Ici le mâle descend et ensuite lui aussi va rejoindre le lit de rivière. Il suit généralement un groupe, vous le voyez sur la photo d'avant, vous avez le groupe avec les femelles et en arrière-plan vous apercevez un mâle qui va généralement suivre plus ou moins les groupes de femelles. Sur la photo suivante, on voit les techniques qui ont été développées par les mâles, qui sont plus grands et un peu plus costauds, pour attraper de la nourriture dans les arbres. On voit le mâle qui va mettre un petit peu son poids sur les pattes arrière pour pouvoir relever sa tête et avec la trompe aller chercher une branche, casser la branche, soit manger les graines qui sont accrochées à la branche, soit carrément manger la branche. Et vu de près, sur la photo suivante, vous pouvez voir la peau rugueuse des éléphants, cette couleur qui peut être parfois un peu marron, parfois un peu sable, très particulière des éléphants du désert. Et sur la photo suivante, vous apercevez un gros mâle dominant sur un arrière-plan de dune. Cette photo-là, c'est une photo qui vraiment caractérise le milieu des éléphants adaptés au désert et du biotope dans lequel ils évoluent. On voit la dune en arrière-plan, la montagne, un tout petit peu de végétation et cet énorme mâle qui avance comme ça un peu au milieu de nulle part. Il faut faire attention parce qu'on est dans une zone qui est très sauvage et les animaux adaptés au désert ont des conditions de vie difficiles. Ils peuvent donc parfois avoir un petit peu d'agressivité, donc il faut toujours tenir une certaine distance ou relativement respectueux, comme c'est le cas de façon générale sur la planète. Il faut faire très attention avec les éléphants et notamment les mâles qui peuvent être particulièrement agressifs. On va continuer un petit peu et laisser tranquille les éléphants pour découvrir un animal relativement difficile à observer, le chat sauvage africain, qui lui aussi est capable d'évoluer dans le désert du Namib. Il va trouver des petits oiseaux, des petits mammifères, des rongeurs, il va trouver des insectes, et il va comme ça évoluer entre les buissons où il peut faire des chasses, évoluer sur les dunes lorsqu'il se déplace d'un point à un autre. Et c'est un félin qui est très ressemblant à nos chats domestiques, mais qui n'en reste pas moins un félin sauvage qui vit dans ce milieu particulièrement complexe
Et bien sûr, il a adapté son comportement, il a adapté sa morphologie, sa physiologie pour dépenser moins de calories, boire un petit peu moins souvent. Il va puiser un peu d'humidité dans les proies qu'il va consommer. Et il évolue comme ça et fait des chasses furtives, comme le font les chats que nous connaissons, les chats forestiers par exemple pyrénéens ou les chats forestiers des Alpes. Voilà, un petit peu, nous allons prendre un peu de recul pour voir le soleil se lever sur ce paysage vraiment très très original, où vous voyez des mélanges de dunes, sable, de la roche relativement noire, composée parfois de basalte, parfois de granit, parfois de mica-schiste. Et on voit le travail du vent qui vient pousser le sable sur les montagnes et qui vient en même temps sculpter le sable en y faisant apparaître des stries. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique et de très particulier. On retrouve des paysages similaires dans la partie sud du désert, au niveau de la ville de Lüderitz, où il y a là aussi des reliefs montagneux avec le sable qui vient s'appuyer contre les montagnes. Mais globalement, plus on va aller vers la mer, moins il y a de relief rocheux et plus il y a de dunes et le désert de sable. Et dans ce paysage très particulier, sur la photo suivante, vous pourriez observer les stars ou la star de cette zone, le lion du désert. Donc ici nous avons une femelle, une lionne du désert, paisiblement installée sur la berge de la rivière asséchée, sur son petit massif d'argile, en train d'observer le lit de rivière asséché. Pour réaliser cette image, il m'a fallu 3 expéditions dans la partie nord de la Namibie. Le territoire est immense et il n'y a que 147 lions du désert. Donc ils sont très difficiles à trouver, ils bougent beaucoup, soit en fonction des proies, soit en fonction de l'eau disponible. Donc c'est pas toujours évident de les trouver. Ici j'ai eu la chance de trouver cette femelle au petit matin dans un paysage brumeux sur une zone vraiment très esthétique avec les stries de sable. Et donc je suis particulièrement heureux de vous présenter cette image qui compte beaucoup à mes yeux parce que c'est le fruit de plusieurs expéditions. Et sur la photo suivante, vous pourrez voir un portrait d'une lionne et vous voyez un petit peu le regard très particulier de ces animaux qui sont donc complètement adaptés au désert. Ils vont se nourrir des animaux qu'ils rencontrent dans les lits de rivières asséchés, oryx, springbok. Ils vont manger également des girafes, ils peuvent s'attaquer aux éléphants. Ils mangent à peu près tout. Même certaines observations montrent des lions qui ont chassé des zèbres jusque dans la mer, qui ont poursuivi les zèbres donc, du sable jusqu'à la mer. Donc c'est vraiment de redoutables prédateurs à cet endroit-là. Et ils boivent très peu puisqu'ils vont utiliser le sang de leur proie comme moyen d'hydratation. Mais ensuite, comme tous les autres animaux adaptés au désert, ils ont des zones dans lesquelles ils savent trouver de l'eau ou des petits points d'eau. Et dernièrement, pour essayer d'améliorer les conditions de vie de ces animaux remarquables et en voie d'extinction, certains petits trous d'eau artificiels ont été aménagés sur une très grande zone de façon à être sûr qu'ils puissent s'abreuver même quand il y a des longues périodes de sécheresse pour ne pas voir les effectifs trop se réduire dans les années à venir. Mais il arrive quand même qu'il pleuve et de temps à autre nous allons donc changer de photo et donc là nous sommes au nord de la Namibie. Les montagnes que vous voyez, c'est l'Angola. Donc derrière ces montagnes, nous sommes en Angola. Le soleil est en train de se lever. On voit du sable rose avec dessus de la végétation qui vient juste de pousser. Là, il y a une dizaine de jours à peu près. Dès que la moindre pluie arrive, eh bien, la végétation en profite pour vraiment exploser. C'est des explosions de végétation. Si vous vous décalez sur la photo suivante, vous pourrez voir comme des tapis d'herbe qui ont poussé sur le sable et qui permettent de nourrir les springboks par exemple. Ici, les springboks viennent s'alimenter, ils sont en petits groupes, ils vont trouver suffisamment d'herbe pour manger. Et donc, qui dit springbok dit éventuellement prédateur. Donc voilà, tout ça forme un écosystème très particulier. Généralement, la rivière Kunene va couler toute l'année. Il va arriver qu'elle soit en crue à certains moments de l'année, généralement
février-mars, après la saison des pluies. Mais certains lits de rivière, comme la rivière Wanib, où nous avons vu les éléphants évoluer sur les photos précédentes, ne vont couler qu'une fois par an ou une fois tous les 2 ou 5 ans. Ce qui veut dire que les animaux doivent adapter leur physiologie pour pouvoir résister aux longues périodes de sécheresse. On continue sur la photo suivante, on découvre un arbre du berger, donc un arbre qui ressemble un peu à un olivier. Cet arbre-là, vous voyez, il est au milieu du sable, il pousse au milieu du sable. Vous pouvez constater que sous cet arbre, il y a un grand nombre d'empreintes, de traces de pas d'oryx, de springbok, éventuellement de zèbres, qui viennent se mettre à l'ombre de cet arbre du berger. C'est pour ça qu'on l'appelle arbre du berger. Voilà, il est souvent entouré d'animaux qui viennent profiter de son ombre dans une zone où il peut ne pas y avoir beaucoup d'ombre malheureusement à cause de cette partie très 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 désertique. Qui dit désert dit sable, qui dit sable dit dune, et on va rencontrer les animaux remarquables du désert du Namib, notamment le caméléon namaquois que vous découvrez sur la photo suivante. Alors, le caméléon namaquois, dans son écosystème, c'est un super prédateur. Il va manger des scorpions, des serpents, d'autres petits reptiles tels que des lézards, des geckos, des insectes. C'est un véritable chasseur. Au travers de cette photo où on le voit se déplacer sur la dune, j'ai voulu lui donner un petit côté sympathique, mais aussi faire apparaître son pendant prédateur, avec cette ombre un petit peu monstrueuse, avec les piquants, où on voit les deux personnalités du caméléon, le côté vraiment, l'image sympa du caméléon qu'on aime bien, et le côté un petit peu monstre reptilien qui est capable de chasser. C'est un animal qui va vivre toute sa vie dans le désert. Il change de couleur, bien entendu, en fonction de la température ou en fonction de ses humeurs, et après il va passer ses journées tranquillement installé dans des petits buissons, avant de partir chasser pour trouver des proies. Et des proies, parmi ces proies, il y en a une qui est parfois difficile à attraper pour lui et qui peut aussi être dangereuse, c'est la vipère de Peringué. C'est celle qu'on voit sur la photo suivante, mais en fait il faut la chercher un petit peu. C'est une vipère qui a une particularité, elle a adapté son comportement et son comportement de chasse au désert. Elle s'ensable, c'est la seule vipère qui a les deux yeux sur le dessus de la tête. Elle va s'ensabler en laissant dépasser seulement ses deux yeux et en laissant dépasser le bout de sa queue, comme un petit goupillon qui sort du sable. Elle va l'agiter très légèrement, ce qui va faire croire à ses proies qu'il y a un petit ver ou une petite larve à venir manger. Un gecko ou un lézard va se laisser attraper, il va venir manger le petit ver qui en réalité est le bout de la queue de la vipère qui sort du sable et qui attrape sa proie. Cette vipère, elle dépasse rarement les 30 cm, mais elle est très 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 dangereuse, son venin est très puissant et il faut faire relativement attention quand on se déplace dans des zones où elle peut être observée. C'est également une vipère qui se déplace par paliers, donc elle est capable de monter les dunes. On l'appelle la vipère de Peringué, elle est inféodée au désert du Namib. Mais le seigneur du désert, c'est quand même l'oryx. L'oryx qui est l'antilope emblème de la Namibie, qui est un animal qui est le symbole de l'adaptation aux conditions extrêmes du désert. Parmi les adaptations qu'il a développées, il y a la capacité d'augmenter la température corporelle. Il peut monter sa température à 41 degrés pour pouvoir ventiler un petit peu, rafraîchir son corps. Il est capable de diminuer considérablement les urines de façon à ne rejeter que très peu d'eau. Et ses excréments sont tellement secs, voilà, qu'il va puiser toute l'eau de son corps et il n'en rejette quasiment plus. Ces excréments sont tellement secs qu'on peut les utiliser pour démarrer le feu. Voilà, ils sont vraiment très très secs. C'est aussi la seule antilope qui est capable de tuer un lion. Il peut se défendre avec ses très grandes cornes et embrocher les lions. Donc c'est vraiment un animal qui est remarquable. Il peut courir dans le sable, monter les dunes. Il est bicolore de façon à pouvoir réguler sa température corporelle. Souvent le matin, on le voit un petit peu sur les crêtes des dunes. Il prend le vent frais qui vient de l'océan, qui est chargé en humidité,
Et après la journée, il va aller se mettre dans des zones où la température est un petit peu moins importante, ou trouver des zones d'ombre sous les arbres, arbres du berger, Acacia erioloba, et il va comme ça pouvoir résister aux températures extrêmes et aux conditions de vie extrêmes. On le voit sur la photo suivante, en haut d'une dune qui domine une vallée, et avec en arrière-plan les montagnes du plateau du Namib. Donc l'oryx, c'est vraiment le seigneur du désert, c'est l'emblème de la Namibie, et c'est également un animal qui a vraiment très peu de prédateurs. Les mâles vivent seuls, ils s'affrontent. Quand le mâle gagnant devient le mâle dominant, il va trouver des femelles. Et les femelles vont vivre ensemble et réunir les petits sous forme de nurserie, comme voilà, une petite garderie où elles vont garder toutes ensemble leurs petits. Vous voyez que la photo que vous avez sous les yeux avec cet oryx qui domine un petit peu la plaine, on aperçoit des cellules nuageuses dans le ciel. Il peut arriver en saison des pluies que des cellules nuageuses se forment comme ça et que la pluie tombe mais sans qu'elle touche le sol. C'est assez impressionnant. Il faut savoir que dans certaines zones du désert du Namib, nous sommes à 10 ou 15 mm de précipitation contre 3500 mm d'évaporation. Ça vous laisse une idée de l'intensité de la sécheresse dans ces zones-là. Et comme vous pouvez voir sur la photo suivante, même après les pluies, en quelques jours, le sol va s'assécher, se craqueler, et ces ouvertures qui vont se former dans le sable, dans la boue, dans l'argile, vont permettre à certaines petites plantes d'avoir une petite part d'ombre et d'émerger et peut-être de former un buisson dans quelques années. Et la sécheresse, bien sûr, arrive souvent à terrasser les animaux qui, même malgré leurs adaptations, comme la photo suivante que vous voyez avec le zèbre, un zèbre de montagne, qui n'a pas réussi à survivre à la sécheresse extrême. Voilà, il meurt. Celui-là est mort il y a de nombreuses années, très probablement, parce que la sécheresse du désert va conserver la peau et le squelette. Donc, c'est souvent le cas dans le désert du Namib. On va avoir des arbres qui sont morts il y a plusieurs centaines d'années et qui sont conservés grâce à la sécheresse. Parce que la plupart du temps, si l'animal meurt isolé, il va pouvoir comme ça rester visible, la carcasse va rester visible. Mais s'il meurt dans une zone relativement sauvage, fréquentée par des animaux, comme vous pouvez le voir sur la photo suivante, des vautours tels que le vautour oriku, qui est le vautour, le plus gros vautour africain. C'est pas le vautour oriku, c'est le vautour urubu. Non, c'est le oriku. J'ai eu un trou, excusez-moi. Ce grand vautour est un vautour capable de sectionner des tendons, capable d'arracher la peau, et généralement ce vautour-là va venir nettoyer les carcasses, accompagner des hyènes. Il peut y avoir des hyènes tachetées ou des hyènes brunes. La hyène brune, elle est un petit peu plus solitaire. Mais tout ce petit monde va venir nettoyer les carcasses. Et ensuite, ce sont les fourmis, les termites et les autres insectes qui viendront faire disparaître le squelette, la peau et les choses qui ne seront pas consommées par les animaux. Donc malgré tout, il y a une chaîne alimentaire et un cycle de la vie qui est conservé en totalité et qui permet voilà, la rotation, le nettoyage lors de la disparition des espèces, les herbivores, les prédateurs, la végétation qui pousse pour les herbivores. Donc c'est un véritable écosystème, mais c'est l'écosystème désertique. Il demande à toutes les espèces, qu'elles soient végétales ou animales, de faire preuve d'adaptation pour pouvoir survivre dans ces conditions extrêmes. Et si on prend un petit peu de hauteur, on va découvrir, vu du ciel, le lit de la rivière Wanib, en tout cas une partie. On voit bien cet environnement vraiment très désertique, très sec, parsemé de roches, avec, comme vous pouvez le constater, on observe bien très facilement le cheminement du lit de la rivière, mais vous n'y observerez pas d'eau à l'intérieur. Cette année-là où j'ai fait le reportage, il n'y a eu que 3 journées d'eau. Et donc si vous voulez, une fois que l'eau a coulé, au bout d'un moment, elle disparaît très rapidement en s'infiltrant dans le sol. Il arrive même certaines années où l'eau de la rivière n'arrive même pas jusqu'à l'océan, ou jusqu'au delta en tout cas. Donc ces animaux-là se sont particulièrement adaptés à ce lieu de vie.
c'est quelque chose qui leur a demandé au cours des siècles d'adapter leur morphologie, leur comportement, mais c'est aussi quelque chose qui leur permet d'être tranquilles puisque tous les animaux ne peuvent pas venir occuper ce territoire. Et donc il faut avoir des capacités, des aptitudes très particulières pour survivre dans ce milieu. Et c'est ce qui fait de tous ces animaux qui le peuplent des animaux dits adaptés au désert, capables de survivre à des températures très élevées, à de l'extrême sécheresse. Voilà, donc entre 15 mm de pluie par endroit pour 3500 mm d'évaporation, il vaut mieux être plutôt accroché à la sécheresse et être capable de tenir de longues périodes sans boire. Voilà, j'espère que cette petite visite vous aura plu. Vous avez la possibilité, pour en savoir un petit peu plus, de flasher le deuxième QR code que vous avez sur le panneau à l'entrée de l'exposition, afin de découvrir un petit film qui vous montrera les coulisses de la réalisation de ces photos, puisque je me suis filmé avec mon compère Benjamin, qui est un Namibien et qui est mon ami avec lequel je me déplace dans ces contrées lointaines et un petit peu isolées. Et vous verrez un petit peu comment est-ce qu'on fait pour dormir, manger, comment est-ce qu'on rencontre les éléphants. Et c'est une aventure qui est vraiment très très spécifique. Merci encore et à très bientôt.